Bon, alors je vais essayer de répondre aux deux questions séparément parce que les réponses sont de nature tout à fait différente. D'abord, moi je suis un enfant de la génération de la Deuxième Guerre mondiale et je suis donc arrivé à l'âge où il faut choisir une profession dans l'immédiate après-guerre ou très peu de temps après la guerre. Alors, à cette époque-là, à la fin de ma scolarité, à la fin du secondaire, j'étais attiré par les sciences physiques, à cause de la rigueur des raisonnements, à cause finalement de la beauté du raisonnement. L'ennui, c'est que j'étais très très mauvais en mathématiques, ce qui rendait cette carrière difficilement concevable. Alors, influencé aussi par des camarades que j'avais en fin de scolarité dans l'enseignement secondaire. J'ai un petit peu suivi, non pas la foule, mais enfin j'ai suivi les avis des uns des autres et j'ai embrayé dans la médecine. Et ça se plaçait dans les années 1949-50. Les études de médecine que j'ai pu faire à la faculté de médecine de Paris ne m'ont pas laissé un souvenir très brillant. En fait, pas grand-chose, sauf de rabâcher des choses à savoir par cœur. J'ai commencé vraiment à avoir un aperçu intéressant et passionnant de ce métier grâce au concours hospitalier, ayant été nommé à l'externat des hôpitaux de Paris en 1953 et ensuite à l'internat des hôpitaux de Paris en 1958. Alors, pour rester dans l'axe de vos questions, à l'époque de mon accession à l'internat, ma carrière a de nouveau été interrompue par un deuxième conflit qui a intéressé la France de 1956 à 1962, à savoir la guerre d'Algérie. Et la France éternelle m'a offert 2 ans et demi de service militaire. Si je dis ça, c'est parce que avant d'aller combattre en Algérie, mon orientation médicale était plutôt orientée vers la gastro-entérologie, qui à l'époque était une discipline en plein essor grâce à la mise au point de nouvelles techniques radiologiques et surtout de l'endoscopie digestive qui permettait vraiment de progresser de façon significative dans le diagnostic et le traitement des maladies digestives. Et puis, tout ça, ça s'est trouvé complètement chamboulé en 1962, quand j'effectuais un stage d'internat dans le service du professeur Dérault à la clinique des maladies métaboliques de l'Hôtel-Dieu à Paris, où j'ai été mis en contact avec le professeur Marcel Legrain, qui, dans ce service, gérait une unité de réanimation néphrologique où se trouvait l'un des 2 reins artificiels qui existaient à cette époque en France, au nord de la Loire. Alors j'ai été tout à fait conquis par cette discipline complètement nouvelle de la réanimation néphrologique et j'ai assez rapidement changé ma veste pour faire, disons, m'engager dans la carrière néphrologique. Ça n'allait pas très loin puisqu'à ce moment-là, la réanimation médicale n'était pas encore très développée. Mais j'ai eu la chance d'obtenir une bourse de l'Organisation mondiale de la santé, grâce à laquelle j'ai pu aller en 1966 à Seattle chez Belding Scribner, après avoir été instruit initialement dans la discipline de l'insuffisance rénale chronique traitée par la dialyse par mes amis lyonnais, Jules Trégère et Guy Laurent. Donc, le virage de la carrière de la gastro-entérologie vers la néphrologie est passé par la réanimation néphrologique et ensuite embrayé directement vers l'insuffisance rénale chronique dialysée qui en était à son état balbutiant, si on peut dire. Voilà, si je peux répondre à ces questions. On ne peut pas être et avoir été. Alors, bien entendu, si je devais me retrouver replacé dans les mêmes conditions, je referais le même choix. Je referais le même choix parce que il faut réaliser
qu'il s'agissait d'une discipline entièrement nouvelle, pour laquelle il n'existait pas beaucoup d'antécédents, d'antériorité. On avait vraiment l'impression de faire quelque chose qui était totalement novateur et spectaculairement efficace. Autrement dit, des gens qui devaient mourir ne mouraient plus. Et ça, il est assez rare, comment dirais-je, de rencontrer ça dans une carrière médicale. Il est vrai que dans la deuxième partie du XXe siècle, succédant aux horreurs que l'on avait connues peu de temps auparavant, est arrivée une période tout à fait excitante où les maladies infectieuses, autrefois mortelles, étaient vaincues par les antibiotiques, où les défaillances cardio-respiratoires étaient vaincues par les organes artificiels, et où l'insuffisance rénale aiguë comme chronique, qui étaient des maladies 100% mortelles, du moins pour ce qui concerne l'insuffisance rénale chronique, était, comment dirais-je, vaincue par la technologie. C'était une atmosphère tout à fait enivrante et qui contrastait avec les misères qu'on avait eues auparavant. Ah ben maintenant, nous sommes 60 ans, enfin 40 ans plus tard, 45 ans plus tard. Le monde, il a complètement changé. Dans la néphrologie, il faut reconnaître que depuis une quinzaine d'années, le rythme des progrès est devenu beaucoup plus faible parce qu'il y a un certain nombre de barrières qui n'ont pas été franchies. Les améliorations de ces dernières années concernant essentiellement des approches médicamenteuses dans la prévention de l'insuffisance rénale chronique, ce qui est tout à fait intéressant, dans le traitement des symptômes, de certains symptômes de l'insuffisance rénale chronique, à savoir l'anémie qui a été tout à fait améliorée par la découverte et la mise à disposition des agents stimulants de l'érythropoïèse, mais les fondamentaux, certains fondamentaux demeurent qui ne sont pas encore élucidés. Et ça représente un travail pour l'avenir, mais qui probablement sera moins spectaculaire que ce que nous avons connu. Probablement, dans le domaine de la dialyse, un système qui enfin permettrait d'assurer une permanence réelle et non sujette à des accidents itératifs du maintien de la perméabilité de l'accès au vaisseau sanguin. Ça, je crois que c'est un tendon d'Achille qui n'a toujours pas été élucidé. Ensuite, en transplantation, bien entendu, l'induction des phénomènes de tolérance qui assurerait la tolérance des transplants sans les effets secondaires des immunodépresseurs qu'on connaît aujourd'hui. L'avenir est également, bien entendu, aux cellules souches, par exemple, qui permettraient de pallier les reins défaillants sans peut-être avoir recours aux technologies actuelles. Mais ça, dans l'état actuel des choses, c'est encore un petit peu utopique. Donc, moi, je suis allé à Seattle en 1966, soit 6 années après les premières tentatives de Scribner et de son équipe pour maintenir en vie des malades insuffisants rénaux chroniques au stade terminal. À cette époque, c'était encore un véritable bouillonnement à Seattle, où venaient des gens du monde entier, c'est-à-dire essentiellement du Canada, de Grande-Bretagne, d'Allemagne, d'Italie, de France, pour se mettre au courant de cette technique. Ce que je garde comme souvenir de ce séjour, c'est l'extraordinaire gentillesse et générosité de cette équipe. Par exemple, si je prends mon cas personnel, à l'époque, j'étais chef de clinique à la faculté de médecine de Paris, ce qui, dans le genre titre au niveau international, vole quand même assez bas. En fait, j'étais monsieur personne. Et j'ai été reçu par Scribner, sa famille, etc., avec une chaleur, une gentillesse, une disponibilité qui était absolument formidable. Et se sont liés à ce moment-là des liens d'amitié qui ont duré jusqu'au décès de Bedding-Scribner en 2003. À l'époque, il faut dire que j'ai connu les premiers malades qui avaient été dialysés par Scribner et l'équipe. J'ai assisté à des séances de pose de shunt artério-veineux
chez des gens qui n'avaient pratiquement déjà plus de vaisseaux, l'intervention durant plusieurs heures, relayée par plusieurs équipes. Enfin, j'ai vraiment connu l'étape artisanale du traitement par dialyse de suppléance. J'ai aussi apprécié dès cette époque-là le caractère humaniste et visionnaire de Belding-Scribner. Il avait très bien vu que sur le plan financier, le caractère très coûteux du traitement ne pouvait pas permettre le traitement illimité ou sans sélection, si on peut employer ce mot affreux, pour des raisons d'insuffisance de fonds. Et que par conséquent, on devait promouvoir l'hémodialyse en dehors du système hospitalier, c'est-à-dire à domicile. Et j'ai vu là-bas des gens assez extraordinaires qui, devant un merveilleux saumon fumé du Puget Sound, faisaient en même temps dialyser leur père ou leur frère, et dans une sensation d'enthousiasme qui n'était peut-être pas tout à fait fin. Alors voilà, je suis donc allé là-bas en 1966 et j'y suis retourné 6 ans après, en 1972, alors que les choses étaient déjà beaucoup plus institutionnalisées, beaucoup plus régulées. Mais les mêmes soucis demeuraient. La pathologie de l'insuffisance rénale chronique dialysée commençait à être connue avec les multiples avatars que comporte le maintien en survie pour des gens privés de fonction rénale. Mais les choses avaient déjà beaucoup évolué et on était déjà à cette époque obligé de constater que l'hémodialyse à domicile, ça avait beaucoup d'avantages et aussi quelques inconvénients, de telle sorte que ça remettait quelque peu en question le concept, ce qui n'a fait que se poursuivre par la suite. Enfin, je suis retourné pour la dernière fois à Seattle en 1985 pour les 25 années de la dialyse, ce qui a été une soirée fort émouvante, enfin une séance absolument émouvante et joyeuse à la fois, et à laquelle ont pu participer la majorité des pionniers de l'époque, et qui n'a malheureusement pas pu se répéter depuis. Et d'après ce que je sais, il n'y aurait malheureusement pas l'année prochaine, pour les 50 années de la dialyse, de manifestations organisées à Seattle, peut-être parce que beaucoup des témoins sont décédés, et aussi un effet de la crise que l'on vit et probablement de l'enthousiasme déclinant, remplacé malheureusement beaucoup par les considérations financières et de profit qui interdisent peut-être à l'heure actuelle des célébrations par trop importantes. La réponse à la question. Alors, qu'est-ce qu'il faut garder? Est-ce que vous me posez la question, quelle leçon peut-on garder de l'histoire de la dialyse, si vous voulez? Oui. Bon. Alors, la dialyse, l'histoire de la dialyse, c'est, si on veut résumer, les pionniers de la dialyse, c'est Wilhelm Kolff, qui a été l'initiateur de la dialyse d'insuffisance rénale aiguë, et Belding-Scribner, qui a initié la dialyse dans l'insuffisance rénale chronique. Ils ne partaient pas de zéro sur le plan conceptuel et théorique, parce que c'est la théorie de la dialyse en tant que telle avait été élaborée au XIXe siècle et au début du XXe siècle déjà. Il suffisait d'aller dans la littérature. Mais l'application humaine n'en avait pas été faite. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aussi bien Kolff que Scribner ont été en but, au moment où ils ont mis en route leurs essais, ils ont été en but à l'hostilité de l'establishment médical. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. L'establishment médical disait, mais tout ça, c'est des bricolages, tout ça, ça n'a rien de scientifique, c'est des vis et des boulons. Le rein artificiel, on n'a pas besoin de tout ça. Ce qu'il nous faut, c'est quelque chose qui va régénérer le tissu rénal et non pas le remplacer. Ça a été aussi bien après Kolff en 1950 qu'après Scribner dans les années 60. Ils ont été, si vous voulez, très attaqués. Alors, ce que l'on peut retenir, c'est qu'ils ont été des novateurs, c'est-à-dire qu'ils ont exploré avec des moyens qu'ils avaient un domaine entièrement nouveau de la médecine qu'ils ont fait amplifier. Deuxièmement, c'est qu'ils ont inauguré la bioéthique, puisqu'il a fallu, au début des années 60, sur des critères éthiques,
décider qui pourrait et qui pourrait ne pas bénéficier d'un traitement. Ils ont initié le partenariat médical-industrie, et ce partenariat médical-industrie est absolument indispensable pour faire progresser la médecine à notre époque. Et puis surtout, c'est que, issus de milieux très différents, Beding-Scribner ayant un cursus scientifique très supérieur à celui de Kolff, au moins sur le plan des titres, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont tous les deux eu comme objectif premier de dire qu'il y avait peu de choses impossibles et qu'en fait, il fallait faire reculer l'impossible en médecine. Et enfin, ils ont illustré de façon absolument péremptoire la phrase célèbre d'Albert Einstein, selon laquelle l'imagination, c'est plus important que la connaissance. Alors ça, c'est un sujet très, très complexe, hein. C'est très complexe. On ne peut pas le résumer comme ça. Quand on dit que le comité de sélection des patients de Scribner a été une des premières versions de la bioéthique, c'est-à-dire que les options, les choix des traitements quand on a en médecine, hein, quand on a des fonds extrêmement limités, doivent reposer sur un certain nombre de critères, premièrement médicaux et non médicaux, et que ces critères doivent être interprétés par l'ensemble de la société civile et non pas simplement par les spécialistes de la sphère en question. Ensuite, les choses se sont terriblement compliquées et à l'heure actuelle, les lois de bioéthique qui existent dans les différents pays et qui vont depuis l'attribution de médicaments d'exception jusqu'à la transplantation rénale avec ou sans apport financier, c'est devenu un monde, j'allais dire, dont les limites sont souvent assez floues, qui reflète les sensibilités individuelles et collectives des différents pays, qui ne sont pas transposables d'un pays à un autre, ne sont pas transposables d'une culture, en fait, plutôt que d'un pays, plus d'une culture à une autre. La bioéthique en Chine ou la bioéthique au Brésil n'est pas la même que celle qu'il y a en France, en Suisse, en Italie, aux États-Unis. Je ne m'aventurerai pas plus là-dessus. Je crois que ce qui compte, enfin ça c'est une vision personnelle, c'est l'expérience personnelle que les médecins peuvent avoir acquis dans un domaine donné et la réaction ou les réactions que les parties prenantes dans ce type de décision reposent sur cette expérience. Alors, il n'y a pas de solution parfaite à la majorité des problèmes. Ils sont révisables. D'abord, les lois de bioéthique en France sont révisables tous les 4 ans. Ça veut dire qu'elles évoluent avec le temps, elles évoluent avec l'évolution des techniques. Et je crois que c'est un domaine dans lequel il faut s'avancer avec prudence en sachant qu'elles ont un large éventail de provisoires. Dans les débuts, la dialyse a été considérée comme un miracle. Les gens qui devaient... Je parle de la dialyse chronique. Hein, je vais rester sur le champ de la dialyse chronique et pas de la dialyse aiguë, qui est une situation toujours dramatique dans laquelle ces rapports médecin-patient sont tout à fait particuliers. Dans la dialyse chronique, au début, c'était considéré à juste titre comme un miracle. Et il existait des rapports tout à fait verticaux et entre le corps médical et les patients, lesquels imploraient à 2 genoux la possibilité de bénéficier du traitement. Bien. À cette époque, vu la pénurie de traitements par rapport à l'importance de la demande, il est certain que certaines décisions étaient difficiles et que les rapports n'ont de loin pas toujours été clairs, etc. Ensuite, les choses se sont beaucoup modifiées dans la mesure où le traitement qui au départ était un traitement d'exception est devenu un traitement de routine. Alors à partir du moment où le traitement est devenu de routine, les rapports entre les patients et le corps médical ne sont plus devenus quelque chose de dramatique, mais quelque chose de tout à fait routinier, avec des exigences de part et d'autre concernant
la qualité du traitement, les conditions techniques du traitement. On a vu fleurir les groupes de pression des patients sous la forme des associations. On a vu bien entendu des réactions du corps médical. Enfin, les réactions sont devenues beaucoup plus complexes. Elles sont devenues banales en un certain sens. Mais cette banalisation n'a pas toujours été suivie de la cordialité généralisée. Se sont naturellement associées ensuite les conséquences de ce que j'appellerais l'industrialisation de la dialyse, en ce sens que comme c'est devenu un traitement, entre guillemets, de masse au lieu d'être un traitement artisanal, là encore, les rapports se sont trouvés relativement faussés. Je parle là, de tout ça, ça concerne les patients institutionnalisés en dialyse. Ensuite, les médias ont joué un rôle sans doute assez négatif et de façon assez fréquente. La dialyse s'est banalisée. La transplantation rénale est venue et heureusement a pris le relais du traitement pour un bon nombre de patients. Et il s'est établi le dogme erroné suivant lequel la dialyse c'est l'enfer et la transplantation le paradis. Ce qui est loin d'être le cas. En ce sens qu'il y a un bon nombre de gens qui ont cloué au pilori la dialyse dans les médias en disant c'est inhumain comme traitement, en oubliant le fait fondamental que s'il n'y avait pas de dialyse, pour la majorité d'entre eux, leur espérance de vie spontanée était de l'ordre de quelques semaines à quelques mois. Donc il s'est retrouvé un changement complet de tendance ou de point de vue. Et ça a assombri pas mal le climat entre le corps médical et les médecins traitant l'insuffisance rénale chronique terminale. Enfin, c'est comme ça un petit peu qu'on le ressent. On a vécu, nous, l'âge d'or, non pas parce qu'on était des arbitres et qu'on était des décideurs pratiquement exclusifs, ça serait un peu puéril, mais disons qu'il y avait une certaine relation humaine qui, à l'heure actuelle, existe toujours, certes, mais c'est beaucoup estompé, dilué, modifié, du fait un petit peu, c'est comme tout simplement, c'est devenu quelque chose. Quand vous avez un centre de dialyse où vous avez 120 malades dialysés par tranche de 40, un peu comme cheveux en long, 8, etc., les rapports humains ne sont plus du tout les mêmes que lorsque vous êtes une petite unité avec des gens qui, l'un et de l'autre côté de la barrière, sont amenés à prendre des responsabilités individuelles fortes. Oh, écoutez, dans l'âge d'or, si vous voulez, c'est très du ressort de l'anecdote, parce que, encore une fois, dans les débuts, chaque cas individuel avait une charge émotionnelle forte. Il faut savoir aussi une chose, je crois que c'est ça qui compte. Quand on a commencé ça, on n'avait absolument pas présent à l'esprit que les patients que l'on prenait en traitement, ils allaient durer, pour certains d'entre eux, 10, 15, 20 ans de survie. On ne voyait pas ça. On ne se posait pas la question de ce qu'il y aurait dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Hein, on n'avait jamais dans l'idée que des malades pouvaient survivre avec ce traitement pendant 10, 15, 20 ans. Et on était en fait toujours plongé dans une médecine de combat, si vous voulez. Alors, c'était une médecine de combat parce qu'on ne maîtrisait pas tellement grand-chose. Hein. Les problèmes techniques immédiats, quotidiens, étaient très fréquents et occupaient l'ensemble de l'esprit et de l'énergie qu'on pouvait dépenser. Ensuite, dans les années après, quand c'est devenu quelque chose de plus calme, de plus cool, on a pu mettre un petit peu de temper là-dedans. Mais dans les débuts, si vous voulez, les cas dramatiques, on en a connus, ils ne sont pas exemplaires de quoi que ce soit parce que chacun était un peu différent. Le père qui vient avec son fils de 12 ans en disant voilà, il va mourir, prenez-le, vous ne pouvez pas, alors vous l'envoyez ailleurs. Enfin, bon, hein, c'est bon, mais c'est bon. L'insuffisance rénale aiguë était autrement dramatique encore à mon avis parce que quand j'ai débuté, comme je le disais tout à l'heure, dans l'insuffisance rénale aiguë, la sélection des malades pris en charge pour insuffisance rénale aiguë était autrement draconienne. L'exemple que je peux citer, il existait énormément encore en France à cette époque, d'insuffisance rénale aiguë post-abortum.
chez des patientes qui étaient jeunes, chez des patientes, des femmes jeunes, tout à fait jeunes, et où la sélection se faisait par le téléphone et en fonction de l'âge. Autrement dit, sur 2 personnes proposées dans une après-midi, l'une à 18 ans, l'autre à 22 ans, prenez celle de 18 parce que tout simplement celle à 22 avait 4 ans de plus. Ça, c'était autrement plus dramatique, si vous voulez. On a vécu beaucoup dans le drame, beaucoup dans le drame. Alors c'est pour ça que je n'en retiens pas d'exemple particulier. Ça a été une succession de drames. Ça a été une médecine très stressante, extrêmement valorisante, excitante, exciting, comme disait Kolff, mais extrêmement stressante. Oh non, en un sens c'est très bien, en un sens c'est très bien, on n'est pas là pour vivre dans le drame, hein. C'est suffisamment dramatique pour les patients qui sont atteints d'une affection qui est quand même extrêmement invalidante, hein, qui bouleverse complètement leur plan de vie, qui bouleverse leur insertion professionnelle, leur vie familiale. Alors n'en rajoutons pas. Au contraire, il faut essayer d'humaniser le plus possible et de rendre l'agression que représente l'insuffisance rénale terminale, à laquelle se surajoute l'agression des traitements, que ce soit la dialyse ou la transplantation, il faut essayer de la rendre au contraire la plus humaine et la plus cool possible. Ah non, 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 je ne suis pas pour la redramatisation, hein. Suffit. Voilà. Et domicile encore. Ouais, j'ai écrit un papier là-dessus, assez virulent, dans la revue de la Fédération d'insuffisants rénaux français. Vous pouvez demander ça à M. Régis Voll. Il n'y a pas d'offre et il n'y a pas de demande. Le problème est qu'en France, je dis bien en France, il y a peu de gens qui pratiquent la dialyse à domicile. Pourquoi? Parce que premièrement, l'implantation d'une unité d'entraînement à dialyse à domicile, ça demande des locaux, du personnel, etc. Ça n'intéresse pas les autorités hospitalières locales. S'en foutent. Hein, ça coûte du personnel, de l'espace, ça ne m'intéresse pas financièrement. Deuxièmement, il n'y a pas de demande. Dans mes 40 ou 50 années de pratique médicale, dont 40 de néphrologie, les gens qui m'ont spontanément demandé d'aller faire la dialyse à domicile, je les compte presque sur les doigts. En revanche, la grande majorité demandait si je pouvais être transplanté. Okay? Il y a un gouffre entre les deux. Ensuite, il y a les autorités de tutelle. Les autorités de tutelle n'encouragent pas la dialyse à domicile. Pourquoi? Parce que les modalités de remboursement sont telles que chaque malade qui part à domicile est une perte financière pour le médecin, puisqu'il n'y a pas d'honoraires qui sont donnés à ça. En Allemagne, par exemple, où les choses sont différentes, que vous soyez traité à domicile dans un petit centre, dans un gros centre, les honoraires médicaux sont les mêmes. Donc ça stimule ça les gens pour le faire s'ils le veulent. En France, au contraire, ça les repousse. Donc il y a un faisceau d'arguments qui vont à l'encontre de ça. D'autre part, la société actuelle au cours des 20 ou 30 dernières années est une solution de confort. En ce sens que s'il y a des gens pour me soigner, je ne vois pas pourquoi je devais m'embêter, pour ne pas dire m'emmerder, à faire ce travail-là chez moi. Hein? Il vaut mieux aller au restaurant et être servi plutôt que de faire sa tambouille soi-même, au moins pour un temps. Donc si vous voulez, la société n'est pas prête à ça, les individus ne sont pas prêts à ça. Alors cela dit, il faut reconnaître aussi que le gap, enfin la différence entre une hémodialyse à domicile bien faite avec de bons équipements, une bonne surveillance, etc., et la dialyse en centre également bien faite avec des coûts réduits, la différence est considérablement réduite. Mais je pense que la dialyse à domicile a parfaitement sa place dans les endroits géographiquement difficiles à atteindre. Il vaut mieux se faire la dialyse dans le Jura en France ou dans les montagnes turinoises plutôt que de faire 3 fois par semaine 100 km dans la neige. Donc ça, c'est absolument certain. Mais les choix spontanés des gens en dehors des contraintes d'ordre géographique ou d'ordre, oui, essentiellement géographique, ou environnementale immédiate pour la dialyse à domicile, en France du moins, ces indications sont rarement faites. La dialyse à domicile, on dira ce qu'on voudra, il faut être... Moi, je suis objectif là-dessus, c'est une contrainte. Alors les gens, dans le monde moderne, dans le monde dans lequel nous vivons, elles repoussent les contraintes, y compris les insuffisants rénaux chroniques. Ici, où ça ne se fera pas. Je suis retourné à Seattle en 1972, et à l'époque, c'est-à-dire 6 ans après,
il était beaucoup revenu parce que des familles se sont séparées, parce qu'il y a ce qu'on a appelé par la suite un burn-out syndrome, pardon, un burn-out syndrome qui s'établit. Ensuite, il est venu, alors l'alternative à l'hémodialyse à domicile, qui est la dialyse péritonéale continue à domicile, qui pour certains patients représente une très bonne solution, Maintenant, avec les systèmes ou les stratégies de dialyse courte, quotidienne courte, je trouve que ça, c'est une bonne chose, sauf que, même si on fait une dialyse qui dure 2 heures ou 2h30, il y a une bonne demi-heure de préparation avant, il y a 1 heure de vaisselle après, vous faites une addition élémentaire et vous vous retrouvez avec 4 heures de travail effectif. Donc, je crois qu'il faut se garder de tout dogmatisme. Je vais donner un exemple. Notre ami et collaborateur, notre ami et collègue Oreopoulos à Toronto, lui, la dialyse péritonéale à domicile, etc., c'était le dogme. Vous faites ça ou vous faites rien d'autre. Allez, bing. Bon, si c'est la dictatorship médicale, c'est pas bien du tout. En Angleterre, jusque dans les années 70 ou voire 80, on était dialysé à domicile ou on était transplanté ou on mourait. On n'était pas dialysé en centre, il n'y avait pas d'argent pour ça. Mais ils ont été obligés de revenir là-dessus à 180 degrés bâbord. Hein. Donc, si vous voulez, la dialyse à domicile, qui à l'heure actuelle en France, je ne sais pas, c'est 5%, même pas. Aux États-Unis, c'est 12-13% sur l'immensité des États-Unis. Après avoir culminé, jamais atteint 20%, toujours été 15-16% dans le meilleur des cas. C'est une solution pour les gens à qui ça rend vraiment service. Et ça rend service pour des gens, encore une fois, qui veulent préserver leur indépendance financière, c'est-à-dire ne pas être prisonniers d'un horaire dicté par un centre, ou parce qu'ils habitent dans des zones qui sont difficilement accessibles ou qui sont éloignées, et pour lesquelles le bénéfice de rester chez soi plutôt que de faire du kilomètre est important. Le reste, il ne faut pas se baiser d'illusions. Des apôtres, il y en a partout. Des gens altruistes, il y en a Dieu merci partout, mais pour l'immense majorité des gens, dans le monde actuel, c'est pas exactement, en dépit des avantages que cela peut donner. Ah, ça, c'est une question d'abord à laquelle je ne m'attendais pas. Hein. Je ne sais pas quoi répondre parce que intimement, je pense que non. C'est trop dramatique. C'est trop dramatique. La poésie, ça peut bien sûr exprimer une douleur. Souvent d'ailleurs. Ça peut exprimer une joie. Je ne sais pas s'il y a une forte poésie dans la technique. Du moins dans la technique telle que je la pratique. Je cherche assez vainement comment dirais-je, une étape dans laquelle je pourrais dire non. Parce que c'est ou technique ou dramatique, quelquefois joyeux en cas d'une réussite spectaculaire. Poétique, je ne crois pas. Je ne sais pas si je vous déçois, mais je ne crois pas. C'est dénué de poésie. C'est trop dramatique. Oui. Alors, on est passé là à cette question, on se l'est posée de génération en génération d'étudiants, si vous voulez. Cette question m'était posée il y a 20 ans, il y a 10 ans, et maintenant. Alors, choisir la médecine, sûrement. Hein, c'est un métier dont... Premièrement, il y aura toujours besoin. Deuxièmement, que c'est un des rares métiers qu'on peut exercer tout le long d'une vie professionnelle. Troisièmement, c'est un métier dans lequel on peut quand même encore beaucoup faire du bien pour les gens dont c'est une motivation principale. Donc faire de la médecine, certainement. Faire de la néphrologie, je pense que oui, parce que c'est une spécialité qui n'a pas du tout dit son dernier mot. Il y a encore beaucoup de progrès à faire, non seulement dans le soin, c'est-à-dire la maladie une fois déclarée et arrivée à son stade ultime, mais surtout dans sa prévention,
dans la recherche du pourquoi. On ne sait toujours pas pourquoi les gens font des glomérulonéphrite chroniques, pour la majorité. Hein. On commence à savoir un petit peu mieux les problèmes des maladies rénales génétiques, par exemple. Il y a une foule de problèmes qui ne sont pas résolus et pour lesquels il y a besoin de gens qui aient des compétences dans la physiologie rénale et dans les méthodes de diagnostic et de traitement des maladies. L'impact devra être mis certainement sur les préventions des maladies rénales et les recherches intimes des causes, qui ne sont encore à l'heure actuelle que très partiellement élucidées. Ça réclame, de la part des gens qui veulent faire ça, une culture scientifique importante. Autrement dit, faire de la dialyse, je m'excuse de dire ça, mais c'est pas très compliqué. Tout ce que l'on doit savoir, ça tient, viscéralement, ça tient sur 2 pages dactylographiées, hein, si on veut aller par là. On peut squelettiser les choses, mais grosso modo, c'est un peu ça. En revanche, pour ce qui est d'aller à la connaissance intime d'un mécanisme perturbateur d'une cellule, il faut une culture scientifique qui est une culture scientifique importante. Ça représente incontestablement la néphrologie future, certainement une médecine un peu à 2 vitesses. Alors il faut des gens pour soigner les gens, il faut des gens pour prévenir les maladies sur le terrain, et puis il faut des gens qui, dans des laboratoires ultra spécialisés avec des techniques dont on ne connaît probablement pas encore le maniement exact, hein, qui permettent d'aller aux racines du mal. Voilà comment je vois les choses. Benissimo? Benissimo. Benissimo. Grazie mille.